Bienvenue dans le cours de navigation générale pour les licences de pilote privé, leçon 4. Voici la table des matières. Précédemment, nous avons déjà vu dans les principes fondamentaux le système solaire, forme de la Terre et position, calendrier, magnétisme terrestre, terminologie de boussole, distance et altitude. Dans ce chapitre-ci, nous allons nous pencher plus sur la cartographie, les généralités, projection conique cylindrique et les cartes aéronautiques. Cartographie généralité. Les objectifs pédagogiques de cette partie sont les suivants. Au terme de cette leçon, vous devrez être capable de interpréter les propriétés d'une carte, de décrire les exigences d'une carte aéronautique, de différencier les méthodes de projection et expliquer leur utilisation dans la pratique, d'écrire la convergence et l'équivalence, d'écrire et interpréter l'échelle d'une carte, lire la carte aéronautique de la Suisse, uniquement les sujets de navigation. Le reste sera étudié dans d'autres parties du cours. Question d'image. La représentation idéale de la Terre est le globe. Chaque projection de carte 2D génère certaines distorsions. Chaque projection représente un compromis. En fonction de l'usage prévu de la carte, le type de projection est choisi dans le but de particulièrement souligner les propriétés souhaitées. Propriétés de la carte. Caractéristiques principales. Projection au cohérent angle. L'angle entre deux lignes sur la carte correspond au même angle que celui de ces deux lignes sur la surface de la Terre. Projection aux cohérentes distances. L'échelle de la carte est applicable sans erreur importante pour toute la carte. L'équidistance sur la carte est une propriété requise pour la navigation sur de longues distances. La carte OACI, échelle 1/500 000, peut être considérée comme équidistante pour les fins de navigation. Projection aux cohérentes surfaces. Image équivalente montre des surfaces de dimensions proportionnellement appropriées. Utilité comme des cartes à usage politique ou ethnique, inutiles pour la navigation. Échelle des cartes. En fonction de l'application, la réalité sur la carte est plus ou moins réduite. La mesure de la réduction est appelée échelle. Si vous réduisez l'image d'une région 100 000 fois, 1 cm sur cette carte équivaut à 1 km en réalité. C'est l'échelle 1/100 000. L'échelle de la carte représente la longueur sur la carte, la longueur naturelle. Plus l'échelle est grande, plus la carte contiendra de détails. Si l'échelle est petite, une plus grande région peut être représentée sur une plus petite surface de la carte. Moins de détails seront affichés. Carte usuelle et échelle. Il y a plusieurs types de cartes. Si on prend la carte du vol à voile de la Suisse, l'échelle est de 1/300 000. 1 km correspond à 0,33 cm. 1 cm correspond à 3 km. Carte aéronautique OACI. 1/500 000. 1 km en réalité correspond à 0,2 cm sur la carte. 1 cm sur la carte correspond à 5 km en réalité. Sur une carte au 1 million,
1 km en réalité correspondrait à 0,1 cm sur la carte. 1 cm sur la carte correspondrait à 10 km en réalité. Les cartes géographiques, on a deux échelles spécifiques, 1 50 000, 1 25 000. Sur une carte aux 50 000, 1 km en réalité correspond à 2 cm sur la carte. Et 1 cm sur la carte correspond à 500 mètres en réalité. Sur une carte aux 25 000, 1 km en réalité correspond à 4 cm sur la carte. Et 1 cm sur la carte correspond à 250 mètres en réalité. Carte de la barrière aéronautique, 100 000, carte nationale 100 000. Pour ces deux échelles identiques, 1 km dans la réalité correspond à 1 cm sur la carte. 1 cm sur la carte correspond à 1 km en réalité. Comparaison entre deux cartes de Suisse Topo. À gauche, une carte aux 25 000 et à droite, une carte aux 50 000. Sur la carte aux 25 000, 4 cm correspondent à 1 km en réalité. Sur la carte aux 50 000, 2 cm correspondent à 1 km en réalité. Exemple. Donc l'exemple 1, sur la carte OACI de la Suisse, donc au 1 500 000, vous mesurez une distance de 27 cm entre les aérodromes de Thun et de Lomis. Quelle sera la distance en réalité? 27 cm. Donc on a dit que 1 cm correspond à 5 km. Donc 27 cm correspondent à 135 km. Exemple 2. Vous voulez connaître la distance qui sépare l'aérodrome d'Écuvillens du centre de ville de Fribourg. Sur carte géographique de la ville de Fribourg, à l'échelle 100 000, vous mesurez une distance de 8 cm. Sur une carte au 100 000, 1 cm correspond à 1 km, donc 8 cm correspondent à 8 km. Exemple 3. Sur la carte VAC de l'aéroport de Bâle, à l'échelle 1 250 000, vous mesurez une distance de 9 km entre le point Whisky et le centre de l'aéroport. Quelle sera la distance en réalité? 1 cm correspond à 2,5 km, donc 9 cm correspondent à 9 fois 2,5, soit 22,5 km. Exemple 4. On veut dessiner un cercle de 17,5 km de rayon réel sur la carte OACI. Quelle sera la distance sur la carte? 1 cm correspond à 5 km, donc 17,5 km correspondent à 3,5 cm. Exigence carte de navigation. 1. Réseau de coordonnées. Le réseau de coordonnées, ce sont des longitudes et des latitudes. 2. Cohérence angulaire. Afin de déterminer le parcours de navigation, la carte doit être équiangulaire. 3. Cohérence des distances. Afin de déterminer les distances, la carte doit être équidistante. 4. Représentation du terrain. Les points de repère comme les lacs, les rivières, les chemins de fer doivent être représentés d'une manière explicite afin que le pilote soit capable de s'orienter. Contrôle de la circulation aérienne. Une bonne description des zones d'interdiction de vol, du contrôle de la circulation aérienne, etc. est une exigence importante pour ces cartes. Cohérence surfacique équivalence. Les surfaces imprimées
sont similaires aux surfaces réelles et donc facilement reconnaissables d'en haut. Toutes ces propriétés ont été introduites dans la carte OACI 1-500 000. Les cartes routières ne sont donc pas adaptées à la navigation aérienne. Cartographie. Projection conique cylindrique. Projection conique, carte de Lambert. Projection conique simple. La surface de la Terre touche la projection conique dans une latitude. Sur l'image de gauche, il s'agit de la latitude surlignée en rouge. Une zone définie au nord et au sud de la latitude de référence est exploitable. Cette bande de largeur est alors affichée sur la coque conique. La projection ainsi obtenue est sans distorsion le long de la latitude de référence. La distorsion augmente proportionnellement à la distance d'éloignement avec la latitude de référence. Sur la projection conique, carte de Lambert, plus la bande de largeur est étroite, plus la distorsion est faible. Le grand cercle est presque une ligne droite et la rhumb-line est courbée vers les pôles. L'usage dans nos latitudes, c'est la carte de Lambert qui est la plus utilisée pour la navigation aérienne. Caractéristiques de la carte. À angle égaux conforme, cohérence de longueur rapprochée, échelle exacte à la latitude de contact, latitude de référence, peut exister avec deux standard parallels, deux points de contact, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la carte est projetée non plus à la surface du globe, mais à l'intérieur du globe. Les méridiens ne sont pas parallèles, ils convergent vers les pôles. Dans le petit encadré, petite spécificité, dans une projection conique, le cône est toujours au-dessus d'un pôle. L'angle de la conicité peut varier. Autre type de projection de carte, la carte au Mercator. La carte au Mercator est typiquement utilisée pour les régions équatoriales. Il s'agit d'une carte maritime, carte de navigation pour les régions équatoriales, carte topographique à environ 60 degrés nord-sud. Les caractéristiques d'une carte au Mercator sont carte à angle conforme, différence de conformité des distances, la rhumb line est une ligne droite, le grand cercle est une courbe vers l'épaule, on a une équivalence seulement au centre, pas de convergence des méridiens, une échelle qui est variable. Sur l'image de gauche, on a une représentation Mercator de la carte mondiale. Et sur cette carte-là, on peut s'apercevoir la déformation que l'on retrouve au pôle. L'Antarctique paraît juste gigantesque par rapport au reste de la surface de la Terre. Sur la carte centrale, on a une représentation de la ligne de rhumb et d'un grand cercle sur une carte au Mercator. On peut voir que la ligne de rhumb est une ligne droite en rouge et que le grand cercle est en fait une ligne courbe en direction des pôles. On peut se rendre encore mieux compte de ces dessins de lignes de rhumb et de grands cercles sur une carte au Mercator avec la troisième image tout à droite. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus la courbe du grand cercle est grande par rapport à la ligne de rhumb.
Voici une image de Gérard Mercator, l'inventeur de cette carte, né en 1512 et décédé en 1594. Donc ça ne date pas d'hier. Maintenant, on va parler plus de cartographie et de cartes aéronautiques. Carte aéronautique OACI, information générale. Donc la carte aéronautique OACI de la Suisse est à l'échelle 1/500 000. Il s'agit d'une carte de Lambert, projection conique, aux angles conformes. La latitude de référence est la latitude 46 degrés 57 minutes 8,66 secondes. Le méridien central est celui de 7 degrés 26 minutes 22,5 secondes. Le contenu nécessaire de cette carte, selon les consignes OACI, en annexe numéro 4, sont, ou plutôt est le suivant. On doit avoir des indications relatives au terrain, à l'eau, aux zones d'agglomération, aux routes, au terrain aéronautique, aux VOR et autres radiophares, aux zones aériennes, aux isogones, lignes de déclinaison locale égales, aux zones d'interdiction de vol, aux signatures normalisées du contenu, aux références auteurs et légendes de la carte. La carte OACI de la Suisse au 1/500 000 voit aussi une partie de la légende contenant des informations relatives à la représentation du terrain. Donc si on la regarde d'un petit peu plus près, pour la partie du haut, on a différents symboles. Et ces symboles sont des signes conventionnels pour un chemin de fer à voie unique, un chemin de fer à 2 ou plusieurs voies, un chemin de fer à voie étroite, un tunnel de chemin de fer, une autoroute avec jonction, une route principale, une route secondaire ou un tunnel routier. Sur la droite de cette description, on a aussi les coordonnées exactes du point le plus haut de la carte. Donc la latitude nord et puis la longitude est, et en plus l'altitude du point qui est de 15 783 pieds. Si on s'intéresse maintenant d'un peu plus près à la partie centrale, on a toujours dans le style des légendes sur la gauche, le trait correspondant à un chemin carrossable, à un col avec un point côté en pied, above mean sea level, au-dessus du niveau de la mer, cloître, église, un château, un fort, une fabrique, une tour de réfrigération, des dépôts de carburant, des zones d'agglomération ou des limites de pays, d'État. Sur la droite, en haut à droite de cet agrandissement, on a par rapport à la couleur du terrain une indication sur l'élévation du point. Plus on va dans le foncé, plus on est haut. Et puis à partir d'une certaine hauteur, quand ça devient blanc, plus il y a de blanc, plus c'est haut. Le blanc représentant la neige sur les sommets. Et au niveau des lacs, on a des altitudes, donc un point, tout simplement, qui est référé au niveau de la mer, donc un pied au-dessus du niveau de la mer. Un autre point, avec une autre façon de le dessiner. Et l'altitude du lac et de la rive. Sur le fond de la carte, maintenant, en agrandissant un peu cette image-là, on a des indications sur la carte elle-même. Et là, on nous dit que cette carte, c'est une carte qui est issue d'une projection cylindrique, conforme à un axe oblique, et que la latitude d'origine se situe à 46 degrés 57 minutes 8,66 secondes nord, et que la longitude d'origine se situe à 7 degrés 26 minutes 22,5 secondes est. Et cette carte topographique
elle est créée sur une base de données datant de 2014. Et il y a eu certaines mises à jour qui datent de 2017. Voilà maintenant les symboles qui sont relatifs à l'aéronautique. Ces symboles doivent être connus, ou en tout cas, du moins, on doit savoir, vous devrez savoir où les trouver sur la carte. Donc, on peut avoir des symboles pour des aérodromes. Si on a des pistes qui sont revêtues ou des pistes qui sont non revêtues, c'est-à-dire avec du goudron ou en herbe. Les pistes qui sont destinées au trafic public. On a un symbole avec un peu comme une croix, comme un viseur de fusil, on va dire. Les champs d'aviation privés, on a simplement une piste avec un rond. Les pistes qui sont civiles et militaires ou mixtes, on a un double rond avec la croix ou sans la croix en fonction de est-ce que le terrain est privé ou public. Si on a un aérodrome qui est hors service, on a un symbole avec un cercle et une croix. S'il s'agit d'un aérodrome militaire, on a un double cercle avec une piste au milieu. Et celui-ci est d'une couleur différente, hein, il est dessiné en violet. Alignement de la piste la plus longue. C'est un héliport, c'est un cercle avec un H. Un terrain de vol à voile, c'est un cercle vide. Et un hydroaérodrome, aux hydravions, il s'agit d'un rond avec une encre. Au fond de cette légende, on vous explique comment décortiquer les indications proches d'un aérodrome. Alors, on a l'aérodrome, entre guillemets, air. Ça veut dire que c'est restreint pour avions et hélicoptères non basés. Aérodrome, c'est le nom de l'aérodrome. Dessous le chiffre, c'est la fréquence de l'aérodrome. Ça peut être la tour, ça peut être l'aérodrome, ça peut être l'affiche, en fonction de la place sur laquelle vous allez. L'indicateur de l'aéroplacement, le code OACI de l'aérodrome. Vous avez l'indicateur de l'altitude above mean sea level de l'aérodrome et l'altitude de la distance disponible de la plus longue piste sur place en hectomètres. Continuer avec ces symboles aéronautiques. On a une autre légende de la carte. Si je zoome sur la partie du haut, quand on a un 3000 dessiné comme ceci, il s'agit d'une indication d'altitude en pied, en dessus du niveau de la mer. Si ce n'est pas référencé au niveau de la mer, on a un AGL derrière qui signifie Above Ground Level, au-dessus du sol. Ici c'est un point de compte rendu. L'étoile représente un feu aéronautique au sol. Un radiophare non directionnel, un NDB. Ce symbole d'après représente un VOR. Et l'autre symbole ici dessous représente un VOR DME. Maintenant pour la partie du bas de la carte. Le symbole du point dans un carré, c'est un DME, dispositif de mesure de distance. Une ligne avec des carrés tels que représentés ici dessus représente une région d'information de vol. CTR Zurich, CTR Genève, c'est une région de contrôle. Séparation d'une région de contrôle. Zone de circulation d'aérodrome avec plafond. Zone d'information de vol. FIS. Ensuite, on a un cheminement de vol VFR recommandé avec des carrés traitillés. Et minimum altitude, c'est-à-dire que ça c'est une altitude minimale recommandée en pied au-dessus du niveau de la mer. On les retrouve notamment pour les passages de col sur la carte OACI.
Ensuite, ce symbole vert représente les routes transit VFR TMA. Typiquement une qui traverse Berne. Pour les symboles aéronautiques, on a là certains symboles de zone, classification de l'espace aérien. Donc si je prends la première en haut à gauche, CTR, espace aérien classe C ou D, voilà le symbole. Si elle va jusqu'au sol, on a un rectangle ou ça peut être une forme quelconque. Un espace aérien de classe A, dessiné en violet. Un espace aérien de classe C, D, espace aérien de classe E et G. Des espaces tempo D, période d'utilisation à voir selon NOTAM. HX, à voir selon les VFRAC 4.00. Zone avec transpondeur obligatoire, code 7000 TMZ. Les zones avec radio obligatoire, RMZ. Et la ligne de séparation, typiquement entre le plateau Jura et les Alpes. Les étiquettes de classification, donc on les trouve dans ces zones. Typiquement, si je prends la première étiquette, ça veut dire que c'est une zone C, Charlie, dont la limite inférieure se situe à 7500 pieds above mean sea level, au-dessus du niveau de la mer, et la limite supérieure à flight level 195. Autrement dit, 19 500 pieds avec un altimètre calé sur 1013 hectopascales. Pour la CTR, si je prends la deuxième étiquette, on a un espace aérien de classe D qui va du sol, GND pour ground, sol, jusqu'à 4500 pieds. Les chiffres au fond de l'étiquette représentent la fréquence de la tour de contrôle de l'espace concerné. Ensuite, on a les zones qui sont interdites, P, prohibited, interdites, les zones réglementées, ou R, restricted, et les zones dangereuses, D, danger. FREC, ça veut dire que pour traverser un espace comportant cette indication, on doit annoncer le trajet et la hauteur de vol à temps sur la fréquence correspondante. Installation portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude. En vert, les balisages représentent des zones à éviter. Ils sont sûrement là pour des raisons de protection de la faune ou de l'environnement, parc naturel ou que sais-je. Et des zones encadrées en violet signifient des réserves survolées avec altitude minimale. Ce chiffre sur la carte représente l'élévation maximale que l'on retrouve dans chaque 30 minutes de vol sur une carte. On a une zone quadrillée sur la carte, et dans cette zone quadrillée, si on vole à cette altitude, l'altitude mentionnée, on va passer au-dessus du plus haut obstacle de la zone sans risquer de le percuter. Pour déterminer cette altitude, on a deux solutions. Point A, on prend le plus haut point de la zone, ça peut être le sommet d'une montagne, on ajoute 328 pieds. Et ça nous donne ce chiffre-là, arrondi. Ou alors la plus haute obstruction, ça peut être par exemple sur un terrain plat, l'antenne la plus haute, si cette antenne est plus haute que l'obstacle le plus haut. La valeur obtenue ou en A ou en B, on l'a choisie, donc la plus haute des deux. On ajoute une marge de sécurité de 164 pieds, ce qui nous donne la maximum élévation. Et puis on arrondit le chiffre obtenu à la centaine supérieure. Par exemple, si on obtenait 6585, ben on mettrait 6600. 6, un grand 6 avec un petit 6, qui signifierait 6600. Donc là, le grand 16 avec un petit 3 signifie 16 300 pieds. Les classifications de l'espace aérien. Donc on a plusieurs
types d'espace aérien, plusieurs classes. L'espace A, B, C, D, E, F, G. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf. Dans l'espace aérien alpha, les vols VFR sont interdits. Interdits. Mais sur la carte de la Suisse, on n'a pas d'espace aérien alpha. Dans les espaces aériens Bravo, on voit que les vols VFR sont possibles. Mais il y a des distances à respecter. Et les distances, ça veut dire les conditions à respecter pour les VFR se situent dans la partie de droite. Partout où on a un point. Donc, par exemple, dans un espace B, un VFR, voilà, l'ATC en fait il va assurer les séparations entre IFR et VFR. Ce qu'il faut, c'est que on ait une radio et un contact radio avec l'ATC avant de rentrer. C'est obligatoire. Dans un espace Bravo, la visibilité doit être de minimum 8 km en dessus du flight level 100, soit 10 000 pieds, avec un QNH, un altimètre calé sur 1013. Et la visibilité doit être de minimum 5 km en dessous du flight level 100. Distance au nuage, 1000 pieds en hauteur et puis 1500 mètres en latéral. Dans l'espace aérien Charlie, même topo. Seule chose qui s'ajoute, c'est qu'on ne peut pas voler à plus de 250 nœuds en dessous du flight level 100. Espace aérien Delta. Pareil, sauf que la séparation IFR-VFR n'est plus assurée. Espace aérien Echo. On n'a plus de séparation IFR-VFR. Et puis la radio, avant d'entrer dans une zone, avant de rentrer dans la zone Echo, n'est pas obligatoire. Echo Foxtrot, c'est identique à une différence que pour le Foxtrot, en dessous de 3000 pieds, en dessus du niveau de la mer ou de 1000 pieds au-dessus du sol, la visibilité est de 5 km. Elle peut aller jusqu'à 1,5 km en fonction des conditions. Mais il faut garder un contact visuel entre le sol et on doit être en dehors des nuages. Pour le golf, c'est pareil. Sauf qu'on parle plus de 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer, mais de 2000 pieds au-dessus du sol. Voir le petit 1, on a l'explication en dessous du tableau. Les classifications d'espace aérien. Pour la Suisse, alors on voit que l'espace aérien suisse est composé, si on prend la partie plateau Jura, d'un espace golf qui va jusqu'à 2000 pieds au-dessus du sol, d'un espace Echo qui va jusqu'au flight level 100 et d'un espace Charlie au-dessus. Sur les Alpes, la situation est un petit peu différente. On a par rapport au sol toujours nos 2000 pieds au-dessus du sol qui constituent l'espace golf. Après ces 2000 pieds, on a une surface Echo où si notre 2000 pieds sol nous amène au-dessus du flight level 130, l'espace Charlie ou alors cet espace 1000 on ou 1000 off. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, par rapport au sol, on a 2000 pieds above ground level pour le golf. On a l'écho jusqu'au flight level 130 si c'est 1000 on. Et dans une situation où c'est 1000 off, notre espace écho est prolongé jusqu'à flight level 150. En dessus de ce flight level 150, on est dans un espace Charlie. 1000 on, 1000 off signifie activité militaire. Ces activités militaires sont là ou non
selon un horaire qui est clairement déterminé sur la carte OACI. Avec ces cartes-là, on peut également voir quelle est la classification d'espace aérien de nos voisins. En France, on a un espace Golf jusqu'au flight level 115, un Delta jusqu'au flight level 195 et un Charlie. En Allemagne, ils ont aussi gardé un cas de figure sur les Alpes, où sur les Alpes, on va jusqu'au flight level 100 avant de passer du Echo au Charlie, de 130 pardon. Et hors des Alpes, on va au flight level 100, passer du Echo au Charlie. Et le Golf va du sol jusqu'à 2500 pieds. En Italie, c'est très simple, on n'a que du Golf jusqu'à au niveau de vol 195 et ensuite du Charlie. Et en Autriche, on a un espace Golf dessous la CTA. Ensuite, on a un espace Echo qui va jusqu'au flight level 125, un espace Delta qui va jusqu'au flight level 195 et un espace Charlie. Les CTR TMA militaires horaires de service. Donc on parlait tout à l'heure de ces 1000 on, 1000 off, les horaires de service. Alors le 1000, on va commencer par ça peut-être, c'est pas la première chose sur le graphique, mais vous prenez en bas à gauche, on a cette indication 1000, c'est écrit heure du service de vol militaire. Monday, Friday, lundi à vendredi, de 7h30 à 12h05. Local time et de 13h15 à 17h05. Voilà, ça c'est les heures où on est en 1000 on. En dehors de ces heures-là, c'est 1000 off. Ensuite, il y a des vols de nuit militaires. C'est écrit que voilà, ils peuvent arriver d'octobre à mars, du lundi au jeudi et du mardi au jeudi. Et puis bref, pour les jets, si un vol de nuit militaire est en cours, on a un OTAM qui est annoncé. À droite, le petit tableau avec les cases assurées représente les heures d'ouverture des aérodromes. Si je prends un exemple Alpnar, Alpnar est ouvert selon le planning militaire, c'est-à-dire 7h30, midi 5, 13h15, 17h05. Sinon, sur Notam. Si on prend le tableau du haut maintenant, à gauche on a la TMA d'Emen. La tour d'Emen, donc on a une indication de fréquence, 120.425. On a les limites supérieures des TMA, 1, 3, 5, flight level 80. Et on a les limites supérieures des 2, 4, 6 qui sont à flight level 130. Ensuite, les limites inférieures sont détaillées ici. Pour la TMA 1, 2400 pieds, TMA 2, 3800 pieds, la 3, 3500, la 4, 6700 pieds, la 5, 5000 pieds et la 6, 10 000 pieds. Et les limites inférieures de ces TMA sont répertoriées en pieds above mean sea level. Ainsi de suite pour les autres aérodromes, le principe est le même. Voilà la carte de champ de perturbation magnétique et de déclinaison. On en a déjà parlé dans la leçon 3. Vous la retrouvez également sur la carte OACI de la Suisse. Les obstacles et les limitations. Donc si je prends en haut à gauche, vous avez des tours ou groupes d'obstacles. 300 pieds en dessous du sol ou plus. Et on a l'altitude de l'obstacle. On peut avoir certains obstacles ou groupes d'obstacles qui sont éclairés. Lumière au sommet. D'autres qui ne le sont pas. Comme les premiers. Ensuite, on peut avoir des lignes téléphériques ou des câbles. Ils doivent être notés dès qu'ils dépassent 300 pieds sol. On peut avoir des liaisons ou des lignes électriques qui sont balisées par des sphères jaune, rouge, orange.
des lignes de transport de force, des zones pour planeurs, pour deltaplane, etc. Ou alors parapente, ouais. On peut avoir des antennes qui font plus de 500 pieds avec des lumières. Le symbole n'est plus le même. Des zones où le saut en parachute est d'usage. Des terrains de ballon libre. Des zones de décollage au treuil pour les planeurs. On a aussi des zones interdites, réglementées ou dangereuses. On a déjà vu un peu plus en avant. Période d'utilisation, nature du danger, de la restriction. Donc on a par exemple la zone LSD avec un numéro derrière qui nous donne plus de détails sur cette zone et elles sont répertoriées dans le VFR manuel au chapitre RAC 5-2. Une route de vol 1000 militaire à basse hauteur avec des numéros de fréquence sur les traversées à annoncer, trajet à hauteur de vol sur fréquence correspondante, installation portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude, réserve naturelle, survol à grande hauteur seulement. À nouveau l'indication de hauteur comme tout à l'heure. Hauteur maximale dans une surface de la carte. Limite inférieure des TMA. Donc ce petit texte nous explique qu'au nord de la ligne de séparation plateau-Alpes, les limites inférieures, selon indication sur les cartes, sont applicables. Au sud de la ligne de séparation plateau-Alpes, les limites inférieures selon indication sur les cartes, ou 1000 pieds above ground level. Sur le plateau, si vous devez passer sous une TMA et qu'on vous dit que l'altitude minimale, la limite inférieure de la TMA est 4000 pieds, vous pourrez voler jusqu'à maximal 4000 pieds. Il ne faut pas aller au-dessus, sinon vous êtes dans la TMA. Idéalement, il faut être un peu en dessous des 4000 pieds, comme ça vous avez une marge par rapport à la limite de la TMA. Maintenant, si cette TMA elle est située dans une zone donc au sud de la ligne de séparation du plateau Alpes, et qu'on vous dit la limite inférieure de la TMA est à 4000 pieds, mais qu'en fait ces 4000 pieds se situent quelque part dans la montagne, autrement dit il n'y a pas la place pour passer dessous, eh bien en fait vous avez le droit de passer à l'endroit de la TMA pour autant que vous restiez dans les 1000 pieds au-dessus du sol. Parce que ce que ça dit, c'est que les 1000 pieds au-dessus du sol, dans cette zone-là, ils vont être plus élevés que les 4000 pieds plancher de la TMA et ils vous autorisent à passer dessous. Échelle de distance, règle des 6 minutes. Alors, dans la règle des 6 minutes, voilà ce que ça donne. En fait, cette échelle-là permet de faire une planification de vol sur la carte selon votre vitesse de croisière, grande speed moyenne, pour calculer le temps de vol qu'il vous faudra. Si vous êtes aux commandes d'un avion qui va à 120 nœuds, vous pouvez prendre un bout de ficelle sur la carte ou le compas, mesurer la ligne là, puis reporter. Ça va faire 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, bref, vous allez pouvoir faire un calcul de vol. S'il est 92, ben on voit que l'échelle est plus petite. Vous portez cette échelle-là sur la carte, tac, 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 et vous allez pouvoir calculer votre temps de vol. Voilà, c'est la fin de la leçon 4 de la branche navigation générale pour les licences de pilote privé. Merci beaucoup pour votre attention.